Et donc on descend, dernière série de l'Est, New York, Philadelphie, possiblement la plus intéressante. Quoique moi j'aime bien Cleveland Orlando, mais non, effectivement c'est peut-être une des plus intéressantes. Bon déjà, c'est pas très marrant pour les Knicks. C'est pas marrant parce qu'ils se sont quand même bien débrouillés, ils ont fait une super saison, et que là tu tombes contre une équipe qui n'est pas censée être là, hein, clairement. Pour moi on est sur un top 4 de l'Est, hein, d'habitude, avec Embiid et les Sixers, sauf que voilà, il n'a pas été là toute la saison, il a été blessé, donc on se retrouve avec Sixers qui sont 7e ou 8e, je sais pas exactement la place, mais 7e, ouais, je crois. Bon, comment attaquer ça partons peut-être sur la défense de New York, ce côté-là du terrain, et comment est-ce qu'on va gérer Embiid. Pour moi, il y a des positifs et des négatifs dans ce match-up. Des points plutôt en la faveur de New York et plutôt d'autres en la faveur des Sixers, évidemment. Je pense que principalement, pourquoi est-ce que ça peut être bien pour New York, le côté positif, c'est que on est sur une des meilleures défenses de NBA en termes d'aide depuis le côté faible, notamment, et plus généralement en termes de savoir boucher le terrain. Voilà, ça c'est les Knicks sont excellentissimes là-dessus. C'est une des équipes les plus agressives sur le côté. On va faire venir quelqu'un depuis le côté faible pour surcharger le terrain. Thibodeau est un expert là-dessus. C'est même la figure de proue de ça, vraiment, littéralement, puisque c'était depuis Boston. Boston en 2008, il était assistant défensif de Doc Rivers. Et c'était donc la fameuse défense en overload, la overload defense de Thibodeau qui vient surcharger le terrain côté Celtics. Donc voilà, ça, on le connaît pour ça. Il a fait pareil ensuite à Minnesota, il a fait pareil ensuite les Chicago Bulls aussi, hein. Au Bulls il a fait pareil. Là au Knicks il fait pareil, alors pas pareil, hein, un peu ajusté parce que c'est pas le même jeu qu'en 2008, on est d'accord, mais on retrouve toujours ce côté où le défenseur côté faible va être extrêmement agressif déjà, et puis ce qui est bien, c'est qu'il a aussi il a recruté les mecs pour exécuter ses schémas. On a toute une escouade d'ailiers défensifs qui sont fabuleux là-dessus. Les Anunoby, qui est fantastique, les Josh Hart, les Dante DiVincenzo, Miles McBride, etc. On a vraiment une très belle escouade de joueurs de périmètre, défenseurs de périmètre qui sont géniaux, vraiment. J'allais dire génial, non, qui sont géniaux là-dedans. Donc là-dessus, c'est bien, parce que boucher l'espace intérieur, c'est exactement ce qu'il faut faire pour empêcher Embiid d'opérer. C'est ce qui a toujours marché contre Embiid, c'est-à-dire, même on peut remonter à la série en 2018, où les Sixers affrontaient des Celtics sans Hayward et sans Kyrie Irving, upset de Boston. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas opérer. On ne pouvait pas opérer au poste bas avec Embiid parce que le terrain était bouché. Il n'y avait pas assez de spacing côté Sixers. Le terrain était bouché. Voilà, c'est le classique. On bouche le terrain, on l'empêche d'opérer. Et ça, là-dessus, les Knicks, ils ont le personnel pour ça. Ils ont le coach pour ça aussi. Donc c'est parfait. Ils ont même le coach, si on peut dire. Après, côté un peu plus négatif, c'est non pas ce qui va se passer autour pour moi, mais le match-up direct. Parce que c'est très bien si tu arrives à faire venir une aide depuis la ligne de fond, une aide depuis en haut, depuis le nail, tu arrives à faire venir, je sais pas moi, côté faible, zoné dans la raquette, tu arrives à faire des stunts, tu arrives à boucher l'espace, ok, mais tout part aussi du fait que ça doit tenir sur le match-up direct en face. C'est bien d'avoir un deuxième ou un troisième défenseur qui vient aider, mais il faut quand même que le premier rideau, il passe, quoi. Et c'est là-dessus que peut-être qu'on peut avoir certaines inquiétudes, ou en tout cas être plutôt enclin à prendre les Sixers dans ce match-up, parce que ça va pas être facile. Clairement, ça va pas être facile. Hartenstein, pour moi, est beaucoup plus brillant dans sa défense de pick and roll et sa défense d'espace que sur un match-up direct de je dois affronter le monstre de post-up et d'isolation qui a du toucher de balle, qui a un jeu en face-up en plus. C'est ça aussi la différence, c'est que Embiid, on ne parle pas de la version de 2018, justement. J'ai fait un podcast là-dessus il y a quelques mois. Noël dernier, Noël 2022, du coup. On parlait de l'évolution depuis 2021, en fait, 2021, 2022, 2023. Son évolution c'est plus un joueur de post-up, c'est un joueur qui a été repositionné depuis l'arrivée de Daryl Morey, qui a été repositionné plein centre du terrain, plein cœur du jeu. Et donc on n'est plus seulement sur un joueur de post-up. On est aussi un joueur d'isolation, donc en tête de raquette, ou voilà, c'est un peu le même esprit, mais c'est placé dans des endroits du terrain qui sont différents. Et pour le coup, ça m'inquiète pas, ça m'inquiète pas sur l'aspect de comment est-ce qu'on arrive à boucher l'espace autour. Au poste bas, c'est plus facile, mais même en tête de raquette, je pense que les Knicks peuvent totalement venir boucher l'espace autour et arriver à le contenir, mais comme dit, il faut quand même que le premier rideau y tienne.
et qu'il donne le temps à ce que, à ce que le deuxième et troisième défenseur viennent aider. Mais il faut que le premier tienne. Et Hartenstein, il est beaucoup plus génial, donc, disais-je, dans le pick and roll que dans le côté je vais stopper Embiid. Je suis pas sûr qu'en termes de dureté physique et de résistance au contact, on soit à ce point, on soit aussi bon là-dessus, défense frontale, individuelle, de duel, on va dire, entre guillemets, de duel, que dans sa défense un peu dans l'espace, sa défense de pick and roll. Donc un peu moins bon là-dessus. Après, ça peut être aussi une série où on voit beaucoup de Mitchell Robinson. Peut-être, qui lui a beaucoup plus cet aspect de, justement, moins bon dans tout ce qui est les petits détails du pick and roll, le edge, le drop, voilà, tous ces petits détails, il est moins fort, mais plus grande carcasse, hein, très simplement, plus grande carcasse, beaucoup plus costaud, beaucoup plus long. Mais voilà, c'est pas parfait non plus, puisqu'on a aussi un Mitchell Robinson qui revient de blessure, qui est pas en grande forme physique, je trouve. Hein. J'avais vu en détail le match contre les Spurs, par exemple. C'était un peu inquiétant même. Donc on a l'état de forme déjà, mais on a aussi le fait que, voilà, de toute façon, même si t'as un mec qui est plutôt pas mal physiquement, personne ne peut stopper Embiid. Personne. Et notamment, voilà, il y a un côté puissance, il y a un côté faute aussi, où lui-même est très costaud, donc soit il t'enfonce, il va directement pailler, soit sinon, si tu t'apprêtes à résister au contact, lui, il fait, comment dire ça politiquement, il obtient des lancers francs. Mais voilà, il a une telle technique, il a un tel savoir-faire, c'est un joueur offensif fabuleux, hein, Joel Embiid. Donc c'est là-dessus où je pense qu'on pourrait avoir pas mal de Robinson en match-up direct, en premier rideau, comme dit, en attendant le deuxième et le troisième défenseur, et l'espace autour qui peut être bouché. Et voilà, point clé pour moi, point de tension, à quel point est-ce que ça peut résister là-dessus. Et puis je me demande à quel point est-ce que Thibodeau va pas vouloir sortir aussi la carte OG Anunoby sur Embiid. Vraiment, je me pose la question, parce que certes, Embiid est plus costaud, mais déjà, Anunoby, c'est pas mal, et je me demande à quel point il n'y a pas un aspect aussi sournois, je sais pas, mais il y a un côté où c'est quand même plus difficile de flopper, entre guillemets, et de faire genre que tu te fais bousculer et d'avoir des lancers francs face à un plus petit, en fait. Donc je pense que ça peut être un élément. Si il va au contact sur Mitchell Robinson et qui vend bien le call, comme on dit, qu'il explose au contact, oui, ça paraît crédible. Mais est-ce que c'est pas moins crédible d'exploser au contact face à un mec qui est quand même beaucoup plus petit, certes costaud, mais beaucoup plus petit et moins dominant, comme Anunoby? Peut-être qu'il y a cet aspect, mais au-delà de ça, qui est un peu un fun fact pour moi, mais quoique, je sais pas, mais au-delà de ça, je me demande aussi à quel point ça peut pas aussi être un bon match-up, dans le sens où ça peut te permettre de jouer avec certains line-up très différents. Et notamment, je pense à l'attaque, parce que si tu joues avec Mitchell Robinson, tu joues aussi avec un non-shooter en plus, alors que, de l'autre côté, si tu arrives à avoir certaines séquences où OG Anunoby est sur Embiid, peut-être que de l'autre côté, tu as un spacing qui est maximal. Donc voilà, il y a peut-être un jeu de line-up assez intéressant là-dessus, j'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est pas impossible, qu'on ait pas mal de séquences avec Anunoby sur Embiid. Pour le côté faute, bon, peut-être, je sais pas. Pour le côté line-up, notamment flexibilité de line-up et offensivement. Et puis aussi parce qu'il est pas mal, Anunoby. Il est quand même pas mal. Donc de toute façon, tu ne peux pas trouver quelqu'un assez grand, assez costaud, assez long et assez discipliné pour tenir Embiid. Tu peux pas. Donc, à quel point est-ce que mettre un mec qui est un peu moins costaud mais plus mobile, mais quand même assez puissant et assez long, mais quand même qui a un peu plus cette dose de mobilité, notamment pour justement pas que le post-up mais les isolations en tête de raquette, pour aussi éventuellement le suivre sur tout ce qui est l'attaque de Nick Nurse, la weave offense, c'est-à-dire pas démarrer une possession en étant statique en tête de raquette ou au poste bas, mais Nick Nurse, la weave offense de Nick Nurse, c'est un peu, vous savez, on fait des dribble and off dans le périmètre, et notamment il y a une action qui est clé là-dessus, c'est Maxey qui arrive d'un côté en transition, ou en demi-transition plutôt, je posais demi-transition, qui donne la balle à Embiid pas en tête de raquette, mais à 3 points, vous voyez quoi, un dribble and off, il part d'un côté, et Embiid fait la course croisée dans l'autre, le dribble and off en mouvement, et c'est vrai que là-dessus, c'est un point clé, parce que c'est un mouvement qui a été rajouté dans l'attaque des Sixers, et qui permet donc à Embiid d'arriver un peu lancé, plutôt que statique, où justement on peut boucher le terrain autour de lui. Et c'est vrai que je me demande à quel point le match-up Anunoby peut pas aussi servir à ça. C'est-à-dire
un peu à neutraliser cet aspect-là. Bah oui, le fameux dribble and-off en mouvement, le fait d'arriver lancé dans la weave offense, ça aide parce que le pivot en face, il est moins à l'aise. Mais si c'est pas un pivot, si c'est OG Anunoby, franchement, ça peut aider. Hein. Ça peut beaucoup plus aider à neutraliser ce côté mouvement, en fait. Et de l'autre côté, il est assez bon, je pense, juste assez, peut-être pour être le premier rideau en attendant que le deuxième et troisième défenseur arrivent autour. Enfin voilà, franchement, ça me paraît pas fou. Alors, pas sur la totalité de la série, évidemment, mais j'ai hâte de voir parce que ça me paraît pas impossible qu'on ait ce match-up direct aussi à Anunoby placé sur Embiid, sachant que ce ne sera pas à Anunoby de stopper Embiid. Le plan, c'est toujours d'avoir 1+1, ou alors même 1+2. Donc de toute façon, tu ne trouveras personne qui arrive à stopper Embiid 1 contre 1. Donc de toute façon, tu vas aider. De toute façon. C'est un travail collectif d'arrêter Embiid, c'est pas du 1 contre 1. Donc de toute façon, si tu es obligé d'apporter plusieurs joueurs, autant que tu aies tes line-up les meilleurs. Et donc pourquoi pas des line-up qui aient un spacing maximal en attaque, donc avec Anunoby en 5 entre guillemets, ou avec des line-up avec là où tu as le plus de flexibilité aussi défensive en termes de rotation, de mobilité, etc., de défense dans l'espace, etc., etc. Voilà, ça c'est aussi Anunoby. Donc de toute façon, si tu es obligé d'aider, finalement ça importe moins. J'ai pas envie de dire ça importe peu qui défend Embiid, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. La défense, de toute façon, c'est pas le match-up direct. Avec Embiid, avec Jokic, avec des mecs comme ça, la défense, c'est pas le match-up direct. C'est une défense collective et à plusieurs. Donc voilà. Assez curieux de voir ça. Comme dit aussi, peut-être que s'il y a Anunoby qui est sur Embiid, côté Sixers, on va plutôt aller attaquer au poste bas. Ou alors si c'est l'inverse, si on a Mitchell Robinson, on va recommencer à faire de la weave offense et à attaquer depuis des situations un peu lancées. Donc voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser de ces pour et ces contre. Je sais pas. En tout cas, je sais pas dans lequel de ces points de tension va être le plus primordial, on va dire, dans le match-up final, dans le résultat final. Et puis pour basculer de l'autre côté du terrain, sur l'attaque de New York cette fois contre la défense des Sixers. Bon, le plus, c'est Brunson, évidemment. Brunson et le pick and roll. Je pense on se rend pas compte à quel point est-ce que Embiid est tout le temps ciblé en playoff, en pick and roll. Et quand je dis ciblé, c'est pas parce qu'il est extrêmement mauvais. C'est que c'est la stratégie principale pour essayer de le fatiguer. C'est exactement d'ailleurs ce qu'ont fait les Brooklyn Nets, série du premier tour, l'an passé. Alors, ils n'avaient pas le talent, ils n'ont pas mis les tirs, mais c'était la stratégie. Et qui a marché en soi, parce qu'ils ont arrivé à dégager de bons tirs, on va essayer d'impliquer Embiid sur le pick and roll encore et encore et encore et encore. Parce que c'est là où il est le plus friable, je pense. Il est plus fragile, il est moins excellentissime sur la défense de pick and roll direct à bouger, pas sur un pick and roll, à bouger et à bouger et à bouger sur 30, 40, 50 pick and roll pendant le match, quoi. Donc il y a ça. Plus le fait que il revient de blessure également. Donc si tu arrives un peu à appuyer sur ce côté condition physique, blessure, sachant qu'en plus, c'est pas son fort non plus, la condition physique, on le sait, en playoff, ça cale aussi beaucoup là-dessus. Donc, mais en plus, comme il y a blessure, ça peut être intéressant d'insister là-dessus. Donc je m'attends à ce que New York insiste beaucoup et attaque frontalement sur pick and roll Embiid. Parce qu'en plus, si tu arrives à l'attaquer frontalement, ça veut dire que tu ne l'autorises pas à rester dans le rôle du low-man, à rester dans le rôle du roamer, c'est-à-dire le safety défensif qui est off-ball, justement, qui n'est pas impliqué sur l'action, qui peut être un peu le libéraux de la défense, loin du ballon. Alors que non, le contre-move, quand tu as un joueur comme Embiid qui peut être excellentissime dans un rôle de free safety pour abandonner n'importe qui à 3 points et aider au panier, le contre-move, c'est justement, j'essaie de t'impliquer sur le pick and roll. C'est ce que Miami a fait très longtemps avec Robert Williams à l'époque en 2022, finale de conférence, par exemple. Rob Williams, qui est un joueur un low-man, un safety aussi défensif dans ce rôle-là. C'est la tactique que font beaucoup face à Rudy Gobert quand on essaie de le mettre off-ball aussi. Bref. Je pense qu'il faut s'attendre à du pick and roll qui implique Embiid très souvent, même très 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 souvent, parce que ça permet de le cibler, ça permet de le fatiguer. C'est pas un domaine de jeu où il est parfait. Ça permet de ne pas le laisser rester en safety défensif et complètement en fait verrouiller la raquette, parce que
Embiid, on l'oublie parfois parce qu'il est tellement bon en attaque, mais Embiid, c'est un défenseur absolument fabuleux quand il a cette liberté, et c'est un des meilleurs protecteurs de panier de NBA. En termes de dissuasion défensive, on est extrêmement haut aussi, même beaucoup plus que certains. Enfin voilà, on est vraiment dans le top 2, top 3 dissuasion défensive pour moi, quand il est en forme. Bon, il n'est pas toujours en forme, mais quand il est en forme, oui. Et le problème, donc, disais-je, c'est que c'est les Knicks. Les Knicks, pour faire ça, pour faire du pick and roll et pour impliquer Embiid, bon, ils ont du matos, quoi. Ils ont Brunson, évidemment, qui est un des meilleurs joueurs de pick and roll de toute la NBA. Donc, ouais, ça colle bien pour les Knicks, ce match-up-là. Je pense qu'il va falloir s'attendre à pick and roll, pick and roll, pick and roll, pick and roll. D'ailleurs, j'y pense là en direct, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Wembanyama. Il y a 2 ou 3 semaines, là, quand on a eu un match-up, vous savez, le match à 60 points de Brunson et les 40 points, 20 rebonds, 18 contre de Wembanyama. Non, Brunson et les Knicks, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont impliqué le plus possible dans l'action Wembanyama pour ne pas le laisser en safety, lui non plus. Et ce qu'on a vu, c'est que Brunson est très bon sur pick and roll. Non seulement on a vu que ça peut dégainer à mi-distance, donc face au drop, et Embiid va rester en drop sans doute, face au drop, il peut punir parce qu'il a cet espace de... le drop, c'est quand Embiid reste bas par rapport au niveau de l'écran. Donc Brunson, il a ça pour punir dans l'entrejeu. Il a ce shot-making dans l'entrejeu, mais il a même le pull-up à 3 points. Et c'était d'ailleurs un point clé de ce fameux Spurs de Knicks, c'était que deuxième mi-temps, il s'est mis à enchaîner les pull-up à 3 points qui ont totalement fait sortir les Spurs de cette couverture défensive. Donc voilà, je pense que pull-up à 3 points, flotteur, mi-distance, et même le côté fatigué Embiid et impliqué Embiid, je pense que c'est un point clé de la série. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de pick and roll Brunson contre Embiid. Le point négatif, c'est qu'il n'y a pas Randle. On a déjà parlé sur le Basket Lab, mais je peux quand même le répéter ici. Il n'y a pas Randle et donc il n'y a pas une autre source d'attaque. Il n'y a pas un plan B. Randle, c'était pas parfait. C'est jamais parfait d'ailleurs. J'aime pas trop le scoring, j'aime pas trop l'efficacité au scoring qui est pas très bonne. J'aime pas trop quand il est en scoreur, mais ce qui était bien dans cette attaque, c'était qu'on avait une source de création qui était autre, qui était déjà une deuxième, mais surtout une deuxième qui était différente. Et notamment, on arrive à initier de l'attaque en allant jouer depuis le poste bas, en allant jouer depuis des isolations un peu plus proches du panier, pour cibler un match-up, pour créer un mismatch, et ensuite le passing de Randle arrivait à faire le reste. Et là, c'est vrai que le match-up aurait été parfait parce que les Sixers jouent avec Embiid, mais derrière ça, il n'y a aucun vrai intérieur. Donc, c'est là-dessus où vraiment le match-up de Randle aurait été parfait parce que pour attaquer au poste bas des Batum, pour attaquer des Tobias Harris, pour attaquer des mecs comme ça qui jouent un peu de facto poste 4, ça aurait été génial. Les Sixers auraient été obligés de déclencher 2-3 rotations en plus pour venir aider sur ce match-up, ce qui aurait débloqué plein de choses, extra passe, on ressort, etc., etc. Et là, on n'aura pas ça. Donc c'est tout le problème des Knicks sur ce run de playoff, c'est que est-ce que le fait d'avoir qu'un seul plan A à ce point fort, ça peut marcher? Bon, en vrai, il y a un plan B, il y a beaucoup d'attaques qui peuvent être créées par les connecteurs et par Hartenstein, André Belendorf. Autour de lui, tu peux faire du mouvement. Voilà, tu peux faire des trucs, mais je parlais vraiment en termes de grosses options, grosses sources d'attaque. Randle va manquer, alors qu'avec Randle, pour moi, ça aurait été très facile ce match-up contre les Sixers, à mon sens, pour le coup. Dans les points positifs, tout de même, et même s'il n'y a pas Randle, je mettrai tout de même le rebond offensif, qui peut être vraiment un vrai point clé, un point de tension de cette série, puisque les Sixers sont quand même pas si bons que ça là-dessus, sur le rebond, sur protéger leur rebond défensif. Et au contraire, les Knicks sont une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure, je crois même la meilleure, depuis 2-3 ans, en termes de rebond offensif. Le côté, le jeu des possessions, on attaque, et c'est pas que un mec, c'est on attaque à plusieurs, le rebond offensif pour aller chercher des opportunités là-dessus. Et voilà, New York est élite, les Sixers sont pas très bons. Après, vous me direz, ils n'ont pas eu Joel Embiid sur l'ensemble de la saison, mais voilà, Joel Embiid aussi, si tu arrives à l'impliquer sur pick and roll, par exemple, il peut pas être rebond non plus, quoi. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire mal là-dessus. Il y a vraiment moyen de faire mal là-dessus si vous êtes New York. Et après, je me pose une autre question. C'est à quel point est-ce que Nick Nurse va vouloir dégainer la carte? On fait du edge défensif. On fait du edge, on fait des trappes même. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, en gros, à quel point Nick Nurse va vouloir faire des couvertures agressives sur pick and roll. Voilà, pour moi, c'est aussi un point clé. Parce que, comme dit, c'est plutôt un défenseur de drop, Embiid,
historiquement, on va dire, parce que il est grand, il est long, il est dominant dans la raquette, donc on fait le drop, on reste bas par rapport au niveau de l'écran sur les pick and roll, ok. Mais sauf que il peut aussi faire plus, Embiid. Il est beaucoup plus mobile, il peut faire des edges, il peut monter plus haut sur les écrans. Et puis, comme dit aussi, il aime bien cette année être mis dans le rôle du lawman, dans le rôle du safety défensif, du libéraux de la défense, qui n'est pas sur le poseur d'écran, mais qui est un peu en deuxième rideau. Donc, il y a ça. Je me demande à quel point on va voir beaucoup de drops de la part de Embiid. Parce que clairement, un point clé, c'est déjà Nick Nurse, un des coachs défensifs les plus fous, les plus agressifs et aussi les plus compétents de NBA. Donc en fait, ça collerait totalement de voir des prises à deux un peu agressives de la part de Nick Nurse. Et surtout que, comme dit, on a une attaque qui est très bonne, mais on n'a plus que Brunson. Plutôt pour le reformuler, pardon. Brunson est de loin le meilleur créateur offensif de cette attaque. Donc, à quel point est-ce que Nick Nurse, qui est l'expert depuis 5 ans de défense agressive, et pas que sur le ballon, en termes aussi de rotation derrière, en termes de stunt, en termes de je mets 2 sur le ballon et je fais venir quelqu'un ensuite derrière assez agressivement aussi, je joue le playmaking défensif, etc. etc. Regardez les pourcentages de turnover créés par les Raptors de Nick Nurse pendant 4 ans, c'était incroyable, c'était premier de NBA tout le temps. Là, je pense que il est possible qu'on voit des pick and roll, des couvertures de pick and roll agressives sur Brunson. Vraiment. Parce que Brunson, il est génial, mais Brunson, il est aussi un peu petit. Brunson, c'est pas Luka Doncic. Petit bonhomme, là, c'est pas Zizou. Pardon, j'ai eu un flash, là. Non, Brunson, c'est pas Doncic. Donc Brunson, il a quand même des limitations un peu de taille. Et c'est le seul point faible. Pardon, il est génial partout ailleurs, mais c'est le seul point faible, c'est que quand tu fais une trappe, quand tu fais une prise à deux sur lui, il n'a pas la même capacité à punir que Doncic. Ou alors plutôt, pardon, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Doncic ou LeBron sont un peu les deux anomalies voilà, vraiment de l'histoire de la NBA, j'allais dire, mais peut-être pas, mais ce sont les deux anomalies de tu fais une prise à deux, tant pis pour toi, parce que je suis quand même assez grand pour passer par-dessus, en fait. Luka Doncic, regardez Luka Doncic contre Denver, allez voir des highlights depuis 5-6 ans, c'est Luka Doncic, on met 2 sur le ballon, Denver met 2 sur le ballon, Luka Doncic il s'en fiche, il va trouver le corner opposé avec une facilité déconcertante. Et c'est vrai que Brunson, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est Doncic l'anomalie, LeBron aussi, et Brunson n'est pas l'anomalie. Brunson, il est un peu comme tout le monde, si tu mets beaucoup de pression sur lui, il n'a pas forcément la taille pour tout le temps passer par-dessus. Donc après, il faut voir, parce qu'il y a aussi... l'avantage, c'est que si tu fais des edges, l'avantage, c'est que si le partenaire de pick and roll, c'est Hartenstein, et que Brunson arrive à très vite libérer pocket pass, il arrive à très vite libérer le ballon, derrière Hartenstein, c'est un des meilleurs de NBA, un des meilleurs intérieurs, passeurs de NBA sur le short roll. Donc, arriver à ce qu'on appelle le short roll, c'est arriver à gérer cette situation de je fais mon roll, mais pas très loin du ballon, je fais pas au panier, je fais mon roll pas loin du ballon, je reçois la balle, et puis je dois gérer le 3 contre 4, enfin plutôt le 4 contre 3 pour les Knicks. Donc je fais une passe, ou alors je vais au panier, ou alors je drive, je fais extra passe, voilà. Hartenstein est génial là-dessus, donc à quel point est-ce que Nick Nurse va insister sur ce côté edge? À quel point est-ce que s'il le fait, Brunson peut libérer le ballon vite? À quel point est-ce que Hartenstein ne peut pas aussi aider à punir ça? Le truc, c'est que, mine de rien, on parlait de fatigué, Joel Embiid, je pense que je suis pas sûr qu'il fasse des edges tout le temps, ou des trappes tout le temps, parce que c'est quand même à ce point fatigant, mine de rien. Donc vraiment, est-ce que vraiment tu as envie que Embiid sorte sur tous les pick and roll de manière très agressive? Je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a un côté très fatigant finalement. Et tu as aussi envie d'avoir Embiid qui garde un peu son jus pour l'attaque aussi. C'est un peu... c'est très basique ce que je dis, mais c'est aussi pour ça, en un sens, que sur les derniers playoffs, notamment contre les Nets, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait du edge avec Embiid alors que on le voit en saison régulière, il fait assez régulièrement, il fait des edges, il fait des couvertures beaucoup plus hautes. Voilà, c'est pas la caricature du drop, Embiid. Mais pourquoi est-ce qu'il fait du drop aussi? C'est parce que déjà parce qu'il a les atouts pour être élite dans la raquette, mais aussi parce que c'est moins mince. Je trouve pas le mot. J'ai chronophage en tête, mais c'est pas ça. J'enregistre très tôt ce matin, pardon. Je ne t'ai pas dit. J'enregistre samedi matin et il est très tôt. Bref, ça dépense beaucoup d'énergie. Je trouve plus les mots, c'est pas grave. Je pense qu'il y a aussi un côté où il fait des drops parce que faire des edges tout le temps, ce serait quand même très calorivore. Non, c'est pas ça le mot que je cherche, c'est pas grave. Je m'excuse. Énergivore. Voilà, ici le Guillaume de 10h22 du matin
plutôt que de 7h30. Je suis plus frais pour le montage. Énergivore. Mais voilà, point de tension aussi. Quid de la couverture défensive. Après, je pense que idéalement, Nurse, ce qu'il voudrait, c'est que Embiid reste loin du ballon. Évidemment. Donc, Nick Nurse ne va pas placer Embiid sur Hartenstein. Parce que Hartenstein va venir poser l'écran, ce qui va impliquer Embiid. À mon avis, Nick Nurse va préférer le garder dans un rôle de safety, loin du ballon. Mais sauf que le contre-move, c'est que, si Tom Thibodeau, il dit, non, mais... aussi Bronson dit, non, c'est pas toi, Hartenstein, qui vient poser l'écran, c'est le mec qui est défendu par Embiid. Là, ça devient compliqué. Surtout que si tu mets Embiid, imaginons que les Knicks ont des configurations avec que des line-up un peu petits, hormis Hartenstein ou Robinson, mais imaginons que Nick Nurse ne veut pas mettre Embiid sur un gros, pour pas qu'il soit sur le défenseur du poseur d'écran, pour pas qu'il soit sur pick and roll. Ok. Ça veut dire que, potentiellement, il peut être sur, je dis n'importe quoi, mais potentiellement, match-up direct, il va être sur un Josh Hart. Que se passe-t-il quand on vient faire poser un écran à Josh Hart ? On tombe aussi sur des pick and roll entre petits qui n'ont pas du tout la même tête que des vrais pick and roll, en fait. Notamment avec des petits, même Anunoby, Anunoby, Josh Hart, DiVincenzo, Bojan Bogdanovic ou des mecs comme ça. T'as aussi l'option pick and pop, t'as l'option du ghost screen, t'as l'option de... c'est pas les mêmes pick and roll. Donc il y a aussi un peu ce dilemme à garder en tête, je trouve, de Nick Nurse va vouloir garder, je pense, en partie Embiid un peu loin du ballon, en safety, mais s'il le fait, peut-être qu'il est obligé de le mettre sur des joueurs un peu plus petits, et que donc, ça va donner des pick and roll. Si les Knicks arrivent à l'impliquer enfin sur pick and roll, ça peut donner des pick and roll un peu différents. Ça peut donner des pick and roll avec ghost screen, avec pick and pop, avec écran glissé, etc. Donc voilà. Je pense que la bataille du pick and roll va être assez magnifique. Assez magnifique de ce côté-là du terrain. Entre l'attaque Thibodeau versus la défense Nick Nurse. Je pense qu'on a fait assez long. Je vais dire les Knicks. 70-30. Et je suis peut-être trop haut sur les Knicks. Et je peux aussi me rétamer complètement parce que, pour le coup, voilà, on a parlé des points de tension au niveau de l'attaque des Sixers, notamment la défense de Embiid. Ça peut passer du tout au tout. C'est-à-dire que là, je pars sur un 70-30, mais en vérité, si le point de bascule qui est l'attaque d'Embiid et à quel point est-ce qu'il peut passer outre n'importe quel type de défense des Knicks, ça peut basculer complètement sur les Sixers vont dominer, quoi. Vraiment, c'est du tout au tout pour moi. C'est soit ça marche très bien et je pense que les Knicks peuvent passer, soit ça marche pas du tout et ça devient compliqué. Donc gros point de bascule en effet avec Embiid et comment est-ce qu'on arrive à le défendre, comment est-ce qu'on arrive à le contenir. Mais je pars tout de même sur un 70-30 pour New York, pour des raisons tactiques et pas pour des raisons de mental et de mastic. Et de Embiid, c'est pas un joueur de playoff. Non, je pense que Embiid, c'est un joueur surtout qui a un profil à compromis parfois, qui n'est pas idéal à mettre en condition, qui parfois a des problèmes de conditions physiques, certes. En plus, là, il arrive avec des blessures. Et voilà, c'est pas une question de mental, c'est une question tactique. Mais bref, on va pas réinventer le monde aujourd'hui. On a déjà fait assez long. Donc les Knicks, merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.